Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Dealmakers Show. Je suis ravi de vous retrouver pour écouter un nouvel invité qui nous a rejoint ce matin sur le plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc Bailly. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Jean-Marc, tu es le managing partner. Tu as écrit l'histoire d'Aster depuis presque une vingtaine d'années, alors on va y revenir. Aster Capital, c'est un fonds de venture avec 600 millions sous gestion aujourd'hui, donc un très bel acteur sur la place qui du coup est très présent sur différents segments, on va y revenir. Première question peut-être Jean-Marc, Aster c'est un modèle de venture différent puisque toi à la base, tu étais en charge de la thématique au sein d'un groupe industriel, Schneider, donc du coup effectivement tu as aidé le fonds à prendre son envol en prenant une pseudo-indépendance pendant une dizaine d'années, puis une totale indépendance depuis 5 ans maintenant. Donc c'est un fonds qui a ses racines dans l'industrie. Exactement. En fait, on est né il y a 23 ans au sein de Schneider Electric et on a vécu une vie de corporate venture pendant une petite dizaine d'années. Puis on s'est émancipé au fur et à mesure du temps de Schneider Electric, tout en ayant toujours des relations assez proches avec pas mal d'acteurs des corporates dans le corporate venture. Et depuis 5 ans, c'est vrai qu'on vit une vie beaucoup plus indépendante puisqu'on a pris 100% du capital de la société de gestion. Et tu parles d'autres corporates, donc il y a d'autres corporates qui sont joints un petit peu... au fur et à mesure du temps, oui. Voilà, donc on peut en citer. Alstom, Solvay, Plastic Omnium notamment, pour en citer quelques-uns. Pas mal. 600 millions sous gestion, on l'a dit. Combien de thèses d'investissement? Une seule, deux, trois? 3 secteurs. On a toujours été sur l'énergie, la mobilité et l'industrie. Alors, il y a 20 ans, c'était des secteurs pas extrêmement enrichissants en termes de retour et de performance. Pour être très clair, c'était pas simple de gagner de l'argent dans ces secteurs-là. C'est beaucoup plus des thématiques du moment, puisque comme c'est les secteurs les plus émissifs en CO2, ça devient une thématique impact et développement durable. Et donc là, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'intérêt et d'opportunités de sortie, d'ailleurs, notamment pour les actifs qu'on a pu investir dans ces secteurs-là. Et voilà, ouais, 3 thèmes depuis... mobilité depuis durable, renouvelable, on est au cœur du cœur de ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de thématiques d'investissement. Donc effectivement, vous aviez déjà trouvé le filon à l'époque. Un modèle différent également sur votre positionnement, parce que finalement, il y a Aster Capital. Donc, on a dit 3 secteurs, 2 bureaux aujourd'hui, Paris, London, et un vrai axe européen, mais également différents métiers. Parce que finalement, tu as Aster Cap, tu as aussi Aster Lab. Asterfab, pardon. Asterfab, oui, c'est une boîte de conseil qu'on a lancée il y a 5 ans. À partir du moment où on est devenu indépendant, on a voulu externaliser ce qu'on faisait en interne, finalement, à l'époque, pour nos souscripteurs corporate. On a voulu en fait en faire une thématique, enfin une société à part entière qui fait du conseil en stratégie d'innovation. Ça porte sur différentes typologies. C'est de l'accompagnement dans des phases de prise de participation minoritaire ou majoritaire pour des corporates qui veulent s'immiscer dans l'univers des startups. C'est aussi de l'accompagnement dans la structuration de corporate venture. Parce qu'il y a pas mal d'acteurs qui essaient de créer des activités d'open innovation autour du VC, CVC, et ainsi de suite. Et c'est aussi l'accompagnement dans tout ce qui est analyse ou découverte de l'univers des startups avec ce qu'on appelle des deep dives, donc des compréhensions un peu fines des phases d'émergence des technologies portées par les startups. Donc vous accompagnez les corporates dans leur stratégie d'investissement, qu'elle soit ponctuelle, de façon plus structurée avec un CVC, un corporate venture, et même jusqu'à la fin finalement, peut-être des aventures également. Donc tu le disais pour les analyses, peut-être pré-vente, pré-acquisition dans la due deal. Et on reviendra derrière sur peut-être également d'autres périodes de leur vie. Corporate et ETI, c'est-à-dire qu'on accompagne aussi des ETI en France et en Europe. On a pas mal de clients en Italie, Autriche, Angleterre et France. Magnifique. Quelques clients, on peut citer? Bon, OMV en Autriche, pour en citer un pas très connu. Saipem en Italie, au moins c'est en dehors des Français. On a Manitou en France notamment, également. Mais d'autres boîtes comme GTT qui ne sont pas forcément connues. On a Utechnip, EDF, Bouygues. Enfin bon, il y a pas mal de clients et c'est des clients qui reviennent assez souvent nous voir pour différentes thématiques. Vous l'aurez compris, donc, que vous soyez CAC 40 ou ETI, vous avez donc une structure qui vous accompagne dans la gestion des investissements, dans l'innovation. Une question peut-être sur le marché, parce que c'est vrai qu'on a parlé d'Aster. Là, aujourd'hui, depuis un an et demi, on prend une grosse correction dans le marché de la tech,
par extension, même si tu fais de l'énergie et de la transport et du transport et de la mobilité, ça vous touche. Comment est-ce qu'en tant que patron d'une équipe de 15 personnes, avec 600 millions sous gestion, comment tu gardes le cap alors même qu'il y a une grosse correction et que ça doit donner le vertige un peu? Alors, ça donne le vertige, mais c'est même plutôt salutaire et c'est même plutôt une opportunité puisque on est plutôt dans le temps long quand on investit dans les startups. Et finalement, pour gagner de l'argent, il faut plutôt essayer d'investir dans avec des valorisations plutôt accessibles et essayer de sortir dans les valorisations plutôt hautes. Donc, il vaut mieux investir en ce que les gens appellent en bourse bas de cycle et sortir en haut de cycle. Là, en l'occurrence, on était en haut de cycle récemment. Il valait mieux faire des sorties plutôt que des investissements et inversement. Mais ceci étant dit, ça a toujours été comme ça. Depuis 20 ans, il y a toujours eu des phases d'accélération ou de hype, ce que les gens peuvent parler de hype. Mais c'est vraiment, c'est pas très grave au sens quand on prend du recul. Simplement, il faut être capable de continuer. Le continuum dans la phase de développement d'une startup, c'est que rien n'est linéaire. Donc, on est habitué à ça. Et il y a des boîtes qui... il y a plein de boîtes qui vont continuer à se développer. Le sous-jacent de business n'est pas lié à la valorisation. Ça reste lié à son marché, à sa qualité des équipes, capacité à trouver des clients, et ainsi de suite. Ben justement, tu poses aussi une question importante. Dans le venture, s'il y a bien un segment d'investissement dans lequel l'extra-monnaie, ce qui vient à côté, est important, c'est là. Parce que pour aider de passer de 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes à un modèle industrialisé qui a trouvé son marché, qui commence à scaler, c'est à ce moment-là, cette magie qui opère. Comment tu fais pour apporter autre chose que de l'argent? Comment vous êtes organisé de votre côté, que ce soit en termes de BD, de strat, d'operations, de supply chain, de ce que tu veux? Évidemment, j'imagine que l'axe, le lien entre les startups et les corporates est un axe qui est important chez vous. En fait, l'idée d'une startup va porter... le développement d'une startup porte pour plein de choses, mais notamment essayer de gagner en reconnaissance, gagner en opportunités de partenariat et ou de business. Et l'axe corporate, c'est un des axes qui permet à des sociétés d'afficher des choses qui leur donnent un peu de notoriété. Avoir un partenariat avec un grand groupe, c'est toujours mieux. Et les startups ont beau être dans la volonté de défaire ou refaire des marchés, c'est toujours important d'avoir des premières opportunités. Et ça, c'est un des sujets qu'on a beaucoup amené et qu'on amène toujours en essayant de trouver un angle. Le partenariat, il n'est pas forcément que technique, il peut être business, et donc c'est toujours une question de création de chaîne de valeur ou développement de chaîne de valeur. On investit dans des sociétés qui vont pouvoir créer des liens dans des chaînes de valeur, prendre un positionnement, se construire une référence et avoir des axes de développement géographique, technique, et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment un des points sur lesquels on a toujours axé à la fois nos thèses d'investissement, mais aussi notre rapport et notre support aux sociétés. On n'est pas là pour remplacer les entrepreneurs du tout. Les entrepreneurs, ils sont là pour développer leur business. Par contre, leur amener des points d'attache, des inputs ou des éléments qui permettent de construire quelque chose, c'est important pour nous. Après, dans l'idée d'accompagnement, on accompagne des entrepreneurs, on est investisseur, on est partie prenante du projet. L'idée, c'est que le projet réussisse. Donc, on va être amené à répondre à leurs attentes s'ils en ont et les accompagner en les aidant à structurer, recruter, et ainsi de suite. Mais là, c'est du support. Ce qu'on amène d'une chose plutôt unique, c'est des liens ou des opportunités de construire des business avec des non intéressants dans des secteurs qui sont l'énergie, l'industrie et la mobilité. Le truc le plus fou que vous avez réalisé en termes opérationnels, justement, si on devait en retenir un peut-être sur les 3-4 dernières années, un énorme coup de pouce que vous avez donné à une de vos startups? En fait, il y en a une boîte qui n'avait rien, qui n'avait pas d'opportunité du tout de business, qui a eu son premier client, c'est un de nos LP, qui est devenu un des développeurs de la solution. Ils ont pu accéder à une usine, tester leur solution. Enfin, voilà. Ouais, je veux dire, le coup de pouce, c'est beaucoup plus ça qui est important que l'idée d'avoir simplement fait un partenariat pour amener une croissance. L'idée de transformer une société, c'est vraiment de lui permettre une opportunité et l'accès à quelque chose d'assez unique. Et le plus difficile dans une société, enfin, il y a beaucoup de choses difficiles, mais le premier client ou le premier POC, c'est vraiment, vraiment essentiel. Donc ça, je veux dire, la fierté, elle est de pouvoir démontrer que ça vient d'un lien qu'on a pu créer, qui a pu diffuser quelque chose. Après, on aide les boîtes, mais notre rôle n'est pas de tirer la couverture à nous.
L'idée, c'est d'aider les entrepreneurs et de leur montrer qu'on est là pour les Bien évidemment, mais les entrepreneurs retrouveront dans ton discours, en tout cas, je pense, trouver son premier client, son premier gros partenariat industriel via son venture. Je pense qu'effectivement, c'est quand même effectivement très, très important et on doit le souligner. Surtout que tout ça, en fait, tourne autour d'une thématique qui était chère, qui concerne effectivement le storytelling. Le storytelling, c'est le marketing de l'histoire de l'entreprise, le marketing produit, le marketing user. Et toi, d'ailleurs, tu as écrit un livre dessus qui s'appelle Junk Tech, où tu reviens avec un co-auteur Xavier Desmaisons, tu reviens avec un co-auteur sur cette différence un petit peu culturelle qu'on a entre les US et la France. D'un côté, aux US, on a une capacité à raconter des histoires formidables. En France, peut-être qu'on parle trop du produit. Ouais, alors c'est en train d'évoluer quand même au fur et à mesure du temps et j'espère que ce livre finalement sera désuet dans quelques années. Mais en fait, l'idée, ou l'analyse qu'on a pu faire, c'est l'observation entre notamment la Californie et le reste du monde et notamment la France, c'est de voir la capacité des entrepreneurs à créer ce storytelling qui n'est pas que du storytelling, qui est vraiment la capacité à mettre leur société en symbiose avec leur marché potentiel et de vraiment créer en fait un engouement auprès de leurs clients, alors même qu'ils n'ont pas énormément de choses encore à démontrer. Et ça, en fait, cet art du storytelling, les gens peuvent appeler le marketing aussi, c'est vraiment quelque chose qui est moins bien maîtrisé, ou en tout cas qui l'était moins bien en Europe ou en France, puisqu'on avait un peu une hypertrophie du produit ou de la techno, et on avait tendance à trop croire que la technologie se vendait pour elle-même. Ce qui était vrai dans les années 80-90, c'est beaucoup moins vrai maintenant. Alors, ce qu'on voit avec le digital, c'est que l'UX du digital, c'est la nouvelle phase de marketing du storytelling. C'est-à-dire que les gens, maintenant, voient bien il y a différence entre... C'est visuel, donc ça a quand même pas mal aidé, mais sur des boîtes un peu plus old school, ou en tout cas sur des typologies un peu plus B2B, où le digital n'est pas encore un élément fondamental, c'est évident que ce storytelling, il joue encore énormément. Et c'est vraiment un point important. C'est très difficile de faire changer les gens là-dessus, mais quand vous allez en Californie, c'est évident, ça se voit. Enfin, à tous les coins de rue, vous voyez des entrepreneurs capables de démontrer des choses incroyables. Et ça, c'est quelque chose qui nous a amené, avec Xavier, à écrire ce livre. Bon, c'est un truc marrant, ça nous a pris un peu de temps pendant le Covid, d'ailleurs, pendant la période de Covid, et c'est vraiment un truc qui a porté au moins un certain regard sur les startups Europe versus Amérique du Nord. Le tome 2 portera sur quoi ? Je n'ai pas forcément prévu de tome 2 pour l'instant. C'est quand même beaucoup de temps à écrire un livre, honnêtement. Et il faut quand même avoir un vrai contenu à raconter. On a mis pas mal d'efforts et de contenu dans celui-ci. Peut-être que stratégie d'innovation ou quelque chose comme ça pourrait être un deuxième tome. Les corporates et l'innovation, ça pourrait être intéressant. On commence à rentrer dans le cœur du sujet. Jean-Marc Bailly, tu es venu au Dealmaker Show, on parle des deals ici. Si on devait retenir un deal dans ta carrière, le deal qui a été important pour toi, pour Aster, et qui aujourd'hui te rend fier. En fait, je vais parler de deux deals assez similaires qui ont été faits à peu près à 10 ans d'écart et tous les deux dans l'énergie pour montrer que le marché de l'énergie est quand même honnêtement compliqué, très cyclique et sur lequel en fait justement les phases de hype se succèdent aux phases un peu basses. On a fait deux deals dans l'énergie, deux deals qu'on a voulu amener en bourse, deux deals qui n'ont pas été en bourse, qui ont échoué complètement en bourse. Deux IPO ratés, le pire truc qui puisse arriver à un fonds de venture. Ce qui arrive quasiment jamais. Enfin déjà 2 fois, on m'appelait un peu le chat noir aussi, pour être très clair. Mais non, mais c'est assez rare de louper une IPO. Et 2 fois, en fait, le fait d'avoir loupé l'IPO était plutôt une opportunité, puisqu'on a réussi à sortir derrière, dans les mois qui suivaient, sur des acquéreurs avec des conditions de sortie plutôt très favorables sur 100% des titres, alors que quand vous êtes en IPO, vous avez une liquidité qui n'est pas complètement garantie. Et finalement, avec plein de choses qui nous ont permis de se dire qu'on avait très très bien fait et on a eu de la chance de louper ces IPO. C'est complètement dingue de dire ça, mais c'est les deux deals qui ont été les plus intéressants, puisqu'on les a pris tous les deux en seed, vraiment tout au début, 2 phases de développement assez incroyables, avec des sorties, avec des retours très significatifs, mais vraiment dans un contexte honnêtement pas top. Quand on loupe une IPO, c'est vraiment pas bien. Donc les deux deals étaient Solaire Direct dans les années 2000 vendu à Engie, vendu à Engie. Et Equator qu'on a vendu en fait à un family office, sans parler de nom, quelqu'un d'assez riche dans le domaine de l'énergie.
Équateur, c'était fin 2022. On l'a fait de 2016 à 2022, parce qu'on l'a vendu le début mars 2022, une semaine après la crise ukrainienne, on va dire. Et donc, réellement, un domaine de l'énergie, c'était clairement un black swan. On a quand même réussi à signer et à vendre. Fondamentalement, a posteriori, on est plutôt content. Mais quand on est en train d'exécuter, on n'est pas complètement fier et capable de se dire que tout va aller au bout. En fait. Bien sûr, bien sûr. Et bien que ce ne soit pas un appel à l'investissement, une idée du TRI sur Équateur déjà? C'est les TRI qui sont à supérieur à 30% dans les deux cas, en fait. Ok. Ouais, donc ça surperforme légèrement le marché. En tout cas, dans ces domaines-là, c'est plutôt très, très opportun. Ouais. Et très, très bien, puisque c'est en plus des TRI exprimés sur un nombre d'années non négligeable. Donc, on peut rapidement voir le multiple derrière, en fait. Magnifique, merci beaucoup pour ces belles histoires. Et donc au-delà de la session d'Équateur, tu as fait sur les derniers mois 4 acquisitions. Donc je lis Highlight Neural Concept avec Alven. Tu as fait un deal en Suisse, tu as fait un deal en Allemagne. Je veux dire, vous êtes extrêmement actif à l'achat. Tu disais c'est la bonne fenêtre de tir pour vous aujourd'hui. Oui, ça reste une fenêtre de tir très intéressante parce que, en fait, déjà, quand il y a un peu moins de velléité d'investissement, il y a un peu plus de place pour les acteurs, il y a moins de compétitivité, enfin moins de compétition, et donc c'est opportun. Les boîtes intéressantes restent présentes et elles ont des besoins de financement. Ce qui est vrai, c'est que il y a eu un phénomène de préemption un peu du financement, c'est-à-dire que depuis 6 mois, les boîtes se sont mises pour beaucoup à essayer de chercher de l'argent. Justement en anticipation de la crise potentielle de 2023, qui n'est pas forcément complètement avérée, mais il y a ce phénomène de balancier qui a eu lieu. Là, aujourd'hui, c'est vraiment intéressant de regarder, puisque c'est à ce moment-là que les choses sont un peu plus faciles à analyser. Un, il y a moins de rapidité d'exécution à avoir. Deux, on arrive un peu plus avec un a posteriori sur qu'est-ce qu'ont été capables de faire les boîtes avec l'argent qu'elles ont levé depuis 2-3 ans. Et des fois, ça marche, des fois, ça marche pas aussi bien. Donc, Non, mais avoir plus de temps pour analyser et donc leverager des stratégies potentiellement corporate, on a une boîte entre 2022 et 2023, son chiffre d'affaires a été multiplié par 7 en l'espace de 3 mois. Vraiment, ils sont sur un run de 7 fois. Donc, c'est pas mal. Voilà, ça c'est pas mal. Donc cette boîte-là, elle n'a pas eu de facilité de financement depuis quelques années. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Rentable aujourd'hui ? Ouais, extrêmement rentable. Et c'est je peux pas en parler parce que je veux pas trop révéler de choses, mais mais c'est dans la mobilité. Tu reviendras nous en parler au moment où vous sortirez. C'est un super truc. Voilà, parfait. Et puis, Jean-Marc, au-delà de ces deals qui sont tous évidemment importants avec des vraies histoires d'entrepreneurs, il y a eu quelque chose d'assez dingue qui s'est passé. En 2022, vous sentez qu'un grand corporate français, Total, est sur le point, se pose la question de sortir du corporate venture avec Total Energy Ventures, du coup, qui serait potentiellement cédé. Tu es au courant, tu rentres en contact avec eux, le deal se fait, vous reprenez 20 actifs. Alors, est-ce qu'on peut revenir peut-être sur ce sujet ? Parce que, en plus, avec l'histoire d'Aster, qui a toujours été très proche des corpos, c'est quand même... donc, c'est d'autant plus naturel que vous arriviez à attraper le deal, mais c'est quand même important parce que c'est une des premières fois que ça se passe en France, qui plus est avec la plus grosse cotation, une des plus grosses cotations du CAC. Surtout, c'est pas notre métier. Ça, c'est un métier qui s'appelle le secondaire, donc racheter des actifs. C'est un métier de spécialiste qui représente des montants colossaux, finalement, dans le monde, mais avec des typologies plutôt qui sont des rachats de positions de LP, enfin des investisseurs de fonds dans le private equity. Oui, qui apportent une liquidité aux LPs. Donc il y a des LP il y a des gens qui rachètent des positions, ou les gens qui veulent trouver de la liquidité dans leur position, leur investissement dans différents fonds. Mais le CVC, enfin le corporate venture, c'est pas tout le temps une évidence de savoir que les gens s'arrêtent. Et là, en l'occurrence, Total Energy a décidé d'arrêter son activité et de la céder. On n'était pas du tout dans le cercle premier cercle des contacts, mais on a compris, puisqu'on est co-investisseur avec eux, que c'était une opportunité qui était potentiellement qui allait être mise sur le marché. Donc on est rentré en relation avec eux et on a commencé à discuter de manière un peu détaillée de la meilleure approche pour eux, qui corresponde à leurs attentes. Et en faisant ça, finalement, dans le cadre de notre approche un peu de discussion avec eux, on s'est trouvé un certain intérêt à se positionner nous également. Donc, ils nous ont proposé de participer au process
compétitif. Donc nous, que vous avez remporté. Voilà, à la fin, on l'a remporté. Ça a pris très très longtemps. On a fait avec un acteur spécialisé américain du secondaire, puisque en fait, il faut racheter des actifs, donc il faut quand même avoir. Donc le financement vous a été backé par un américain. Et on a créé un fonds dédié à ça pour racheter ces actifs. Donc on a 19 sociétés. Totalement dans l'énergie et la mobilité. C'est des actifs incroyables, super intéressants, plus de la moitié en Amérique du Nord, le reste en Europe, et avec une capacité de faire un continuum par rapport à ce qui était fait par Total, même si Total arrête, il y a quand même l'idée de poursuivre un peu leur idée, en tout cas les investissements qui sont générés, accompagner les boîtes, se remettre. Donc l'idée, c'est de reprendre la place en fait dans chacune des boîtes et d'essayer de reprendre en fait un dialogue avec les entrepreneurs, faire la continuité. L'avantage, c'est qu'on a créé un fonds avec du primaire, c'est-à-dire qu'on est capable de continuer à investir dans les sociétés qui avaient été financées par Total. Ils sont en général, toutes les sociétés, ils étaient co-investisseurs, donc il y a d'autres investisseurs, donc il faut reprendre langue et ainsi de suite. Et c'est une super opportunité puisque on a trouvé une solution qui était vraiment adaptée à leurs attentes. Et dans ce cadre-là, c'est une solution qui n'est pas complètement la typologie du secondaire classique. On a fait quelque chose d'assez intéressant. Et il s'avère que c'est vraiment un marché où le corporate venture, des fois, les gens veulent arrêter. Donc, c'est intéressant de se positionner et de trouver une voie de sortie qui soit agréable d'une certaine manière aux entrepreneurs. Parce que c'est important, c'est le plus important, mais aussi au corporate. Mais c'est sûrement d'ailleurs ce qui a motivé le choix du vendeur. C'est que tu peux sortir les actifs un peu one by one sur une logique très secondaire, effectivement, où tu vas dispatcher un petit peu les actifs aux plus offrants et ainsi de suite, ou tu peux essayer de faire même si tu t'en sépares de ce véhicule d'investissement, tu peux essayer de lui donner une continuité avec un acteur dont la mobilité, l'énergie et le lien avec les industriels et la spécialité, c'est peut-être ça qui vous a fait gagner au-delà du prix. J'espère. En tout cas, je pense que ça peut être un élément contributeur. Ce qui est vrai, c'est que le fait qu'on soit un acteur plutôt ce qu'on appelle du primaire, c'est-à-dire que nous, notre métier, ça reste l'investissement dans les sociétés, donc le financement de sociétés. Le fait d'avoir fait ça avec notre typologie a probablement été un élément différenciateur par rapport à un deal un peu plus classique en secondaire où les gens sont plus pour acheter des actifs, d'une certaine manière, quels qu'ils soient, en les priçant et en essayant de les revendre, pas forcément au plus offrant, mais en essayant de trouver une liquidité assez rapide. On a cette volonté, bien entendu, on n'a pas racheté ces actifs sans volonté de les céder à un moment donné, puisque c'est notre métier, mais on veut le faire avec une vraie capacité d'aller chercher de la valeur et de trouver des vecteurs de développement. C'est super intéressant. Il y a des actifs dans l'hydrogène, il y a des actifs dans la mobilité, il y a des actifs dans plein de domaines, dans les drones et autres. C'est vraiment, vraiment sympa. Et ça nous donne en fait une emprise, 19 sociétés de plus dans ce domaine. C'est très, très peu de co-investissements d'ailleurs en commun. Donc, c'est plein de boîtes nouvelles pour nous. C'est super intéressant. Ça donne des idées, du coup, parce que là, c'est complètement nouveau. Vous aimez l'innovation, c'est votre job. Là, tu viens de faire un truc que je pense personne n'a fait en France, ou en tout cas, c'est extrêmement rare. Ça donne des idées pour la suite, j'imagine. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher dans ce domaine. C'est probablement une pratique qu'on peut essayer à laquelle on peut réfléchir pour essayer de voir en fait en quoi on est capable de répondre à des attentes de grands corporates français, par exemple, qui pourraient se dire à un moment donné on met en pause, pas forcément en cédant leurs actifs, mais en tout cas sans forcément vouloir continuer là-dedans. Il s'avère que les corporates évoluent dans leur réflexion sur le corporate venture. Des fois, ils sont très pour, des fois, ils deviennent un peu moins volontaires. Il y a des sujets macro, micro de transformation en ce moment qui sont assez nombreux. Donc, c'est normal aussi, effectivement. Et de vouloir potentiellement confier ses actifs à quelqu'un qui saura les accompagner, ça permet de partir le cœur léger. Exactement. Et puis, on peut les confier sans les vendre. Ou on peut les confier tout en ayant la volonté de les vendre, mais dans un deuxième temps. Il y a plein de solutions dans l'univers du secondaire. C'est ça qui est intéressant. Cher CFO, cher CEO, vous avez là encore effectivement entendu le message d'Aster sur notre plateau. N'hésitez pas, si vous vous posez des questions sur votre fonds, d'appeler Aster pour qu'il vous en parle. Un dernier sujet peut-être, c'est justement parce que le marché du PI au sens large est en train de se consolider. On voit des acquises, des consolidations entre sociétés de gestion. Peut-être qu'effectivement, ce modèle d'agrégateur, non pas d'aller forcément acheter un autre fonds, peut-être un jour que ça vous arrivera, mais plutôt effectivement de vous orienter côté corporate, serait votre axe de différenciation le plus important.
C'est probablement pas complètement faux si on prend notre histoire et ce qu'on est en train de faire avec Asterfab, notamment dans le conseil, et Astercap. Il y a quelque chose qu'on peut essayer d'entrevoir. Maintenant, comme tout entrepreneur ou comme toute jeune société, toutes ces choses nouvelles restent à mener à bien. Et il faut quand même être capable de pas forcément préempter tout l'avenir, mais il y a quelque chose à faire, ouais, je pense. Parfait. En tout cas, merci infiniment Jean-Marc d'être venu nous parler d'Aster, de vos deals, de tes deals et de ce sujet avec Total Energy Ventures que donc passe chez Aster Capital. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci Mathieu. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous étiez sur le Dealmaker Show sur Décideur TV. Je vous retrouve pour une prochaine émission dans quelques semaines. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.